Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, l'Association nationale des gynécologues obstétriciens en formation. Nous recevons aujourd'hui Jackie Nizar, gynécologue obstétricien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur de gynécologie obstétrique à l'Université de la Sorbonne. Il est notamment l'ancien président du Collège et Conseil européen d'obstétrique et de gynécologie. Avec Océane, ils vont parler de sclérose en plaques. Bonjour, professeur Nizar. Bonjour, Jackie Nizar. On est ravis de recevoir aujourd'hui un grand professeur qui participe à l'EPCOG, qui est ancien président de la GOF, avec toute l'expertise que tu vas pouvoir nous amener sur des sujets qui nous tiennent à cœur. On souhaitait parler de sclérose en plaques. Bon, bonjour à tous. D'abord, je suis très content de participer à cette aventure de la GOF. Cette aventure de la GOF, j'y suis très attaché puisque, effectivement, il y a fort longtemps maintenant, j'ai participé à la GOF. J'en étais le président fin 90, début 2000, je pense, lors des très grands changements et chamboulements qu'on a eu avec la filiérisation, avec les différentes spécialités. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler, on va discuter autour de la sclérose en plaques, sclérose en plaques autour de la grossesse, parce que c'est un point important. Parce que la sclérose en plaques, c'est d'abord et avant tout une maladie chronique, neurologique, inflammatoire, qui touche essentiellement la femme jeune. Donc c'est à ce moment-là où la plupart du temps on fait le diagnostic, où rétrospectivement il y avait des symptômes, et puis plus tard on dit c'était une CEP en fait. Et une fois que le diagnostic est fait, on va dire chez les patientes chez qui la sclérose en plaques est déjà connue et qui démarre une grossesse, comment tu nous conseilles d'organiser le suivi de grossesse, les particularités vraiment du suivi de ces patientes? Alors ça, c'est une partie qui est intéressante. D'abord, il y a le versant neurologique. Donc, globalement, comme il y a une immunotolérance au cours de la grossesse, l'immunité de la grossesse va changer puisqu'il faut accepter cet être immunologiquement différent qui est cet embryon, ce fœtus. Il y a une tolérance qui est beaucoup plus élevée, et donc il va y avoir de moins en moins de poussées plus on avance dans la grossesse. Donc le nombre de poussées diminue avec les trimestres, puis après, dans le postpartum, il va augmenter. Le message important qu'on essaie de faire passer aux patients, puisque finalement c'est vers les patientes qu'il faut communiquer, entre nous on est responsable de notre formation, mais vers les patientes, c'est que le risque de faire une poussée au cours de l'année de la grossesse, parce qu'en obstétrique, une grossesse, surtout dans la CEP, ça dure 1 an. Il y a les 9 mois de la grossesse et les 3 mois du postpartum. Donc, une grossesse, c'est 1 an à l'échelle de la sclérose en plaques. Donc, la probabilité de faire une poussée dans l'année qui est l'année de grossesse est à peu près la même que ce qu'elle a fait dans l'année qui a précédé la grossesse. Donc, si elle a fait une poussée, elle risque de faire une poussée et ça sera plus volontiers dans le postpartum. Ou au tout début, parce qu'au tout début, l'immunomodulation est un peu moins bonne. Et pourquoi, du coup, il y a plus de poussées au postpartum? Ta maladie sclérose en plaques évolue beaucoup avec ton exposition hormonale et tes variations hormonales. Donc ça, on va voir un peu plus tard. Et donc, globalement, c'est l'information qu'il faut faire passer aux patientes, c'est que si elles ont une sclérose en plaques qui est parfaitement équilibrée, bon, très bien. Si elles ne font pas de poussée, si elles n'ont pas fait de poussée depuis longtemps, le plus probable, c'est que dans leur année grossesse, elles ne fassent pas de poussée. Et c'est très bien. On a plein de nouveaux médicaments qui sont arrivés sur le marché récemment, et qui sont des médicaments Peros en plus, qui ne sont plus les médicaments injectables d'avant. Et tous ces médicaments sont arrivés et ça a révolutionné. C'est encore en train de révolutionner, ça va s'améliorer encore. C'est fantastique, le traitement et la prise en charge de la sclérose en plaques. Mais qui dit nouveaux médicaments dit, bien sûr, il faut faire attention, on n'a pas de recul. Certains sont connus déjà d'emblée comme étant tératogènes. Donc, c'est assez compliqué. Il faut être suivi par une équipe, globalement. Oui. Donc, si tu veux, on peut parler tout de suite de l'anesthésie. Allons-y. Allons-y. On peut parler tout de suite de l'anesthésie parce qu'il n'y a jamais eu d'études randomisées péridurale, pas péridurale. Donc, on n'aura jamais cette information sur est-ce que c'est dangereux de faire une anesthésie péridurale à une patiente qui a une sclérose en plaques avec, par exemple, des lésions médulaires, puisque c'est ça qui est important. Et puis, il y a toujours un doute théorique sur l'utilisation d'anesthésiants, de produits anesthésiants sur une moelle lésée, abîmée. Mais on est dans l'ordre du doute, et c'est ça toute la difficulté. C'est qu'il y a un point d'interrogation sur la neurotoxicité. Il n'y a aucune preuve de la neurotoxicité
des anesthésiants qu'on utilise pour la péridurale, on n'a pas de preuves, mais comme on n'a pas de preuves et comme il n'y a pas d'études randomisées, certains anesthésistes vont faire jouer la carte du doute. On ne sait pas. Vous êtes en poussée, ou vous venez de faire une poussée, votre moelle est particulièrement démyélinisée ou fragile, je ne veux pas faire de péridurale. Alors après, d'une équipe à l'autre, c'est très différent. Dans les études rétrospectives, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas d'accident connu. Après, ça va dépendre de l'anesthésiste. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour nous parce que l'anesthésiste, il va voir la patiente une fois à 10 minutes dans son suivi de grossesse. Nous, on va la voir 8 fois. Finalement, toute la discussion autour de la péridurale qui peut arriver dès la première consultation d'obstétrique, en fait, elle nous revient, même si elle va être décidée et tranchée à la consultation d'anesthésie. Et donc, il faut qu'on ait eu, nous, obstétriciennes, la discussion avec nos anesthésistes pour se mettre raccord sur le discours. Est-ce que la pitié salpêtrière, du coup, parfois, les anesthésistes posent une péridurale, même si la patiente est connue pour avoir des lésions médulaires au niveau qu'ils visent, ou pas? Mais alors, chez nous, on est plutôt bloqué sur est-ce qu'elle a une poussée ou pas. Alors, on va rentrer un peu dans l'aspect technique, c'est que les patientes ont parfois du mal à identifier leur poussée parce qu'elles peuvent avoir des séquelles neurosensorielles, des séquelles pas forcément motrices, mais en tout cas sensitives. Et quand tu as des séquelles sensitives et que tu es très fatigué, ces séquelles se font sentir beaucoup plus. Et il peut être difficile de faire la part des choses entre une poussée et une séquelle beaucoup plus symptomatique parce que tu es fatigué comme en fin de grossesse, tu vois. Donc, c'est d'un enjeu assez difficile. Et encore une fois, c'est une discussion à avoir avec les anesthésistes. Mais du coup, c'est plutôt en cas de poussée, ils ont des réticences. Et si c'est stable, voilà, ça peut aller, même s'il y a des lésions médulaires. Oui. D'accord. Oui, normalement. Et puis en plus, on sait très bien que la sclérose en plaques est très sensible à la fatigue et parfois à la douleur et au stress. Donc, on a tout intérêt à ce que ces patientes soient le moins fatiguées possible et le moins mal possible. Pendant la grossesse, du coup, vous ne recommandez pas systématiquement d'IRM, alors ce sera guidé par la clinique. Ah non, oui. Exactement. Et puis, ça dépend aussi de leur suivi parce qu'on va le voir, idéalement, ces grossesses sont préparées. Et la patiente, elle a son feu vert pour une grossesse au niveau, bien sûr, de l'activité de sa sclérose en plaques et surtout de ses traitements. Donc, je voudrais revenir sur les traitements, justement. Donc, en gros, les vieux traitements, les traitements injectables, on peut les continuer jusqu'au diagnostic de grossesse. Et parfois même, et de plus en plus, les neurologues vont proposer de les poursuivre au cours de la grossesse. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. On le voyait un petit peu avant, mais là, c'est de plus en plus fréquent. Donc, on a de plus en plus de patientes qui vont poursuivre leur traitement par injection au cours de la grossesse. Pour ce qui est des traitements PEROS, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs générations de traitements PEROS et puis il y en a certains pour lesquels on n'a pas beaucoup de recul. Donc, on joue la prudence sur les traitements PEROS. Et parfois, comme certains traitements PEROS sont connus pour un effet rebond à l'arrêt, on va passer au traitement injectable. Tu vois, elles vont repasser aux injections de Copaxone au cours de leur grossesse pour éviter l'effet rebond de l'arrêt d'un traitement. Mais ça, c'est très individuel. Ce n'est pas nous, bien sûr, obstétriciens, qui allons gérer ces traitements où on n'a pas notre avis. Bien sûr, on travaille avec les neurologues, mais c'est vraiment de la cuisine de neurologues. On apprend à travailler ensemble et c'est comme ça qu'on avance bien. Donc, la CEP, ce n'est pas juste les nouveaux traitements de la CEP. La CEP, c'est une prise en charge qui est globale. Et donc, quand une patiente a une grossesse, il faut aussi anticiper sur les autres traitements, les traitements symptomatiques qu'elle prend, pour les arrêter, pour les changer, pour switcher d'une molécule à l'autre avec une molécule pour laquelle on a plus de recul ou qu'on tolère mieux pendant la grossesse. Donc, il y a vraiment cette prise en charge globale et encore une fois qui nécessite un abord multidisciplinaire de la maladie. Je tiens à signaler aussi que quand la grossesse elle est programmée, la plupart du temps, la patiente, si elle a des troubles vésico-sphinctériens, elle aura fait une évaluation avant. Parce que pendant la grossesse, il y a tous les symptômes vésico-sphinctériens sont beaucoup plus importants. Et puis après l'accouchement, on a des patientes qui se mettent en globe, on a des patientes qui ont des difficultés à la miction. Et il faut savoir si ces difficultés sont la conséquence de la CEP ou c'est la conséquence de l'accouchement, comme on peut avoir chez les patients qui n'ont pas de sclérose en plaques. Donc, l'évaluation vésico-sphinctérienne et périnale, parfois même, est très importante chez ces patientes avant la grossesse pour qu'on ait une base de comparaison pour pouvoir discuter après et lui dire comment évolue sa maladie éventuellement.
Et du coup, dans la consultation préconceptionnelle, on parle de cette évaluation si la patiente elle est déjà symptomatique. On fait le point sur ses traitements et sur l'adaptation initiale qu'il y aura des traitements quand elle sera enceinte, ou parfois il y a même des traitements qui sont relayés en prévision d'une grossesse. Oui, il y a des traitements qui sont relayés en prévision d'une grossesse parce que certains traitements ont une demi-vie très longue et doivent être arrêtés longtemps avant. Et ça, c'est encore une fois tout l'enjeu d'une consultation préconceptionnelle qui est à la fois par le ou la neurologue et à la fois par l'équipe obstétricale. C'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire parce que nous, on n'a pas les connaissances ou on a des connaissances que très partielles. Même si on fait ça tous les jours, on a des connaissances que très partielles. Et nous, plus que vous, mais... et à part ça, du coup, quels autres points pendant la consultation préconceptionnelle ? Alors, cette consultation préconceptionnelle, elle va donc parler de programmation. Quel est le bon moment pour avoir une grossesse? Quel est le bon moment au niveau des médicaments? Qu'est-ce qu'il faut changer comme médicaments? Comment est-ce qu'on accueille cette programmation de la grossesse? Alors, programmation de la grossesse dans la maladie chronique, c'est quelque chose qu'on connaît bien. C'est pas très sexy, mais c'est hyper important. Et alors, paradoxalement, dans la consultation préconceptionnelle, on va passer un peu de temps de parler de la grossesse, mais on va passer beaucoup de temps à parler de contraception. Parce que programmation d'une grossesse veut dire une contraception efficace. Et là, on touche à un truc un peu compliqué, parce que la contraception efficace, chez des femmes qui peuvent avoir des hospitalisations inopinées, qui peuvent avoir des immunosuppresseurs, qui peuvent avoir un rythme de vie qui n'est pas stable, qui peuvent avoir des périodes où elles sont très, très fatiguées, où elles ne vont pas se réveiller pour prendre leur pilule, par exemple. Donc, la contraception efficace, ça passe la plupart du temps par des LARC, des contraceptions d'action prolongée et réversible, et par un DIU ou un implant. Chez ces patientes-là, il y a un réel intérêt à utiliser ce type de contraception parce que justement, surtout quand elles ont pas mal de poussées, c'est compliqué, ça peut être compliqué pour elles. Et là, je voudrais insister sur un point, c'est que on dit, est-ce une légende urbaine qu'un DIU, ça doit être posé à la fin des règles ou au moment des règles, quand le col est ouvert. Et ces patientes qui ont des hospitalisations, elles ont beaucoup de mal à prendre des rendez-vous, à arriver au bon moment. Donc, nous, on a un accord avec le service de neurologie. Tu vois, on a le même accord avec les cardiologues et la médecine interne. C'est-à-dire que quand elles ont une patiente en consultation, quand ils ou elles ont une patiente en consultation et qu'elles choisissent un DIU, on les prend en plein milieu de notre consultation, n'importe quand, et on pose les DIU n'importe quand dans le cycle. C'est important parce qu'on a eu beaucoup de grossesses inopinées, justement parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un rendez-vous au bon moment, parce qu'elles ne connaissent pas leur cycle, parce qu'elles sont hospitalisées à ce moment-là, donc le rendez-vous, elles n'ont pas pu y aller. Donc, on voit très bien que la logistique est périlleuse. Donc, un DIU chez une patiente pour laquelle la grossesse doit être programmée impérativement, se pose n'importe quand. Oui, finalement, c'est techniquement quand même tout à fait accessible, même en dehors de la période la plus propice. Donc. Mais même cette période propice, tu sais, je ne suis pas sûr que ce soit si vrai que ça. On grandit avec ça, ça fait partie des choses qu'on nous assène, mais est-ce vrai? Parfois, c'est difficile, même dans la période propice. Donc, cette consultation préconceptionnelle, donc, c'est la programmation, c'est la contraception, et c'est tout l'accompagnement où on va lui expliquer aussi comment on va l'accompagner pendant sa grossesse. Et là, il y a un point qui est important sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est les journées d'éducation thérapeutique. Dans les journées d'éducation thérapeutique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les patientes et idéalement les couples viennent toute la journée et il va y avoir des entretiens, des discussions avec différents professionnels, en fait avec quasiment tous les professionnels qui vont intervenir ou à peu près. Donc il va y avoir les neurologues, il va y avoir des infirmières spécialisées, il va y avoir des sages-femmes, il va y avoir des obstétriciens, des obstétriciennes. Et donc ça, c'est la partie technique où on va leur donner des informations qui sont assez proches de ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois. Mais au-delà de ça, et le plus précieux parfois, c'est les temps où on les laisse ensemble. Tu vois, la pause déjeuner, elle dure longtemps. Ils vont rester 2 heures à la pause déjeuner en couple ou certaines viennent seules. Et c'est là où c'est là où elles vont pouvoir s'échanger des informations, devenir copines, se suivre et partager leurs symptômes. C'est très précieux ça. La consultation préconceptionnelle, ça tourne autour de tout ça. Alors, idéalement, si la patiente est en couple, la consultation préconceptionnelle doit se faire en couple, idéalement. Et il y a même des situations où on demande de refaire, si elle vient seule, sur des situations un peu compliquées, des maladies lourdes, où il y a un réel risque
médicales graves, on peut être amené à multiplier les consultations préconceptionnelles pour arriver à l'avoir avec son ou sa partenaire, parce qu'il y a un vrai enjeu. Oui, c'est vrai que c'est bien aussi de les impliquer dès le début, qu'ils comprennent aussi les problématiques et qu'ils sachent accompagner leur conjointe. Oui, on oublie peut-être parfois. Et quant à l'accouchement, du coup, la planification de l'accouchement, est-ce qu'il y a d'autres choses que en dehors de la problématique de la péridurale, à laquelle on pense beaucoup pour la sclérose en plaques? Alors oui, et la réponse c'est surtout pas. En fait, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de faire un déclenchement médical pour la sclérose en plaques. Après, si elle le souhaite, il faut faire comme pour tout le monde. Il y a des équipes qui l'acceptent et c'est très bien. Mais il n'y a pas d'indication médicale à faire un déclenchement. Il n'y a pas d'indication médicale à faire une césarienne. Il n'y a pas d'indication médicale à tout ça. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les études rétrospectives, puisque finalement, pour l'instant, on n'a que ça, il y a des grosses études prospectives en cours, mais là, pour l'instant, on n'a que ça. Il n'y a pas plus de césarienne. Il y a peut-être un petit peu plus d'extraction instrumentale, mais il ne faut pas oublier que certaines patientes ont un niveau de fatigabilité avancé, et puis il y a certaines qui ont quand même quelques handicaps moteurs pour lesquels il faut les aider. Et ça veut aussi dire qu'il faut comprendre qu'il y a des patientes qui ont du mal à se déplacer. Et quand tu as du mal à te déplacer, c'est bien d'avoir un déclenchement. Parce que se déplacer dans la nuit, faire venir une ambulance, c'est difficile parfois. Donc, il y a des patientes, on leur propose des déclenchements pour des raisons logistiques, voire elles habitent très loin. Tu vois. Ça s'entend, oui. Donc, bien sûr, complètement. Par contre, pas de prise en charge particulière, pas d'indication d'extraction en dehors des indications classiques et pas de réactivité particulière non plus par rapport à leurs troubles sphinctériens. Non, exactement. Et puis les troubles sphinctériens, quand ils sont là, ils sont là. Donc l'accouchement ne va pas forcément les aggraver. Ça, c'est une étude de cas par cas. Et c'est tout l'intérêt d'une bonne évaluation avant qu'elle soit enceinte pour pouvoir en discuter d'emblée. D'emblée. Bien sûr. Tu veux qu'on parle un peu d'allaitement? Eh bien oui, justement, on oublie parfois trop le postpartum, une période qui revient à l'actualité de plus en plus. Et puis, c'est intéressant. Donc déjà, oui, l'allaitement et les autres... donc, une surveillance déjà particulière puisqu'il y a ce risque de pousser, c'est ça? Ou juste on les informe? Tu vois, c'est intéressant parce que comme on a la connaissance là, depuis quelques années de l'augmentation du risque de pousser dans le postpartum, les neurologues ont essayé plein de choses, ont essayé des traitements immédiatement après l'accouchement, ont essayé des perfusions. Il y a plein de choses qui ont été essayées et globalement c'est un échec. Globalement, les traitements immédiats dans le postpartum sont des échecs sur le risque de pousser. Et la vraie question en ce moment, c'est que puisque le risque de pousser va beaucoup dépendre à l'activité de la maladie avant la grossesse, est-ce que ce n'est pas une raison de traiter au mieux, voire un peu agressivement avant une grossesse, de bien préparer la patiente pour qu'elle ait une CEP la plus calme possible? Et peut-être que ça permettra d'avoir une grossesse neurologique cette année plus calme. Tu vois. Donc l'enjeu, on a longtemps focalisé sur balancer des traitements le plus vite possible dans le postpartum, mais peut-être que l'enjeu du postpartum, ça se joue dans l'année qui précède la grossesse. C'est des philosophies qui sont en train de changer tranquillement, où on se pose des questions un peu plus précises. Mais quand on revient à l'allaitement, donc l'allaitement n'a pas d'influence sur les poussées. C'est pas parce que tu allaites que tu vas faire une poussée. En revanche, il faut être méfiant parce que l'allaitement va augmenter la fatigue. Et encore une fois, chez certaines patientes, elles ont une forme de sclérose en plaques qui est très sensible à la fatigue. Donc, il va falloir trouver un compromis dans le couple pour allaiter ce bébé pour que justement la patiente puisse quand même, la maman puisse quand même se reposer. C'est un vrai enjeu. Mais les femmes qui allaitent, elles ont un sommeil très réparateur, même si elles dorment moins. Non, tu vois, aujourd'hui, j'ai vu du postnatal, je pense pas, je trouve pas. Ah, il y a des données en faveur de ça. Moi, je suis convaincue. Bon. Non, mais bon, oui, en tout cas, bien sûr, donc le point, le plan fatigue à vraiment prendre en compte et à organiser dans le couple et dans le projet familial, et l'adaptation des traitements éventuels, toujours de concert avec le neurologue. Exactement, les traitements toujours de concert avec le neurologue. Alors, il y a des patients qui vont quand même devoir reprendre leur traitement tôt.
c'est pas tant pour éviter la poussée du postpartum que des patientes qui ont une maladie qui est quand même assez active, donc il y a des reprises de traitement qui sont assez tôt. Globalement, pour faire simple, la plupart des traitements sont contre-indiqués pendant l'allaitement. Alors, il y en a certains où on peut un peu allaiter peut-être, c'est une négociation, tu vois, mais la plupart du temps, les traitements sont contre-indiqués pendant l'allaitement. Donc, c'est aussi une discussion à avoir avec la patiente, lui expliquer que les pleins bénéfices médicaux de l'allaitement, c'est 4 à 6 mois en allaitement exclusif, et qu'on voit très bien que pour des raisons médicales, neurologiques, il y a plein de patientes qui ne vont pas pouvoir faire ça parce qu'il va falloir reprendre le traitement bien avant. Donc après, c'est à elles de voir si elles veulent allaiter un peu, si elles veulent retarder leur traitement pour poursuivre l'allaitement. Enfin, c'est une discussion au cas par Et cas. puis en fonction des symptômes qu'elles manifesteront ou pas, de comment. Exactement. Et du coup, il y a des patientes qui n'ont pas de traitement. Il y a des patientes qui ont une sclérose en plaques, une vraie, et qui n'ont pas de traitement. Il ne faut pas l'oublier. Donc celles-là, elles ont un libre choix qui est différent. Et chez celles qui ont un traitement, de manière générale, si elles n'allaitent pas, est-ce que c'est reprise du traitement le plus précocement possible en postpartum? Ah ouais. Alors, tu vois, justement, il y a des patientes qui arrivent en consultation et qui me disent alors, il faut reprendre le traitement tout de suite. Mon neurologue m'a dit qu'on va reprendre le traitement tout de suite. Et je dis, ah, très bien. Et alors, c'est quand votre rendez-vous? Elle me dit 1 mois après l'accouchement. Donc, tu vois, la temporalité, elle est très, très différente. C'est sûr. Bon, eh ben, merci beaucoup en tout cas pour cet épisode. Très intéressant. On a fait le point sur toutes les périodes qui nous intéressaient. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.